Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup dans ce deuxième épisode hebdomadaire des Okactu chez Hokuto no Benkai. Je suis Fuse alias le koala et je suis bien évidemment avec Daimon. Monsieur l'ours. Monsieur l'ours qui vient faire le ménage, il est fatigué, tout le temps fatigué, mais voilà. Bon après, moi j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai travaillé sur les images de précommande que vous allez retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, pour des figurines qui arriveront en décembre et janvier, donc je vous laisse checker ça sur nos réseaux sociaux. Et nous, on va se lancer directement dans les actus. Tu veux commencer ou je commence? Moi, je commence. Allez. Malheureusement, j'ai une très mauvaise nouvelle. Un décès. Ah. Oui, on a perdu un grand homme cette semaine. Je parle évidemment de Tony Todd. Actualité cinéma, Tony Todd, qui était l'interprète de Candyman. Ah, ok. Donc, il est surtout connu pour ce film, pour son rôle dans Candyman, même s'il a joué dans d'autres films comme Destination Finale, Hatchet, The Rock, avec Sean Connery et Nicolas Cage. Il est donc décédé cette semaine, à l'âge de 69 ans. C'est une grosse perte pour tous les fans de films d'horreur. Et franchement, ça fait vraiment chier, quoi. Ouais, et pour Candyman, moi je me connais pas. Et il y avait combien de films? Il y a deux films de Candyman avec Tony Todd. Ils ont fait également un remake il y a 3 ans, je crois, de ça. Ah, c'était pas avec lui du coup? Non, non, il était pas là. D'accord. Il avait un petit caméo, mais voilà, il était pas là. Mais voilà, quoi. So long Tony, ça fait vraiment chier, quoi. Voilà, RIP à lui. Et bah, pour sa mémoire, regardez ses films si vous êtes fan de. Il a fait majoritairement des films d'horreur du coup, j'imagine. Ouais, mais il avait des petits budgets. Vraiment, son plus gros rôle, c'est vraiment Candyman. Ok. On continue avec l'actualité, toujours cinéma indépendant horreur. Très bonne nouvelle là, par contre, de ce côté-là, on a une suite d'un film néo-zélandais. Ok. Le cinéma néo-zélandais en film d'horreur est particulièrement connu. Tu dois le savoir normalement. C'est pas Orange Mécanique? Non, c'est Orange Mécanique. Non, il n'y a pas celui avec les. C'est Orange Mécanique. Orange Mécanique, c'est anglais, c'est Stanley Kubrick. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je vais le tuer un jour, je vais le buter. Bref. Je suis pas cinéphile, excusez-moi. Non, je parle vraiment de l'actualité. Le cinéma, comment ça s'appelle, néo-zélandais en petit budget horreur est très connu à l'époque parce qu'aujourd'hui, il y a un très très grand réalisateur que tu dois connaître qui s'appelle Peter Jackson. Oui. Voilà, donc il a commencé par ses 2 premiers films, c'était Bad Taste et Brain Dead. Ok. Voilà, qui sont des films d'horreur gore, ultra gore. Et là, justement, du même pays, avec les mêmes ateliers, parce qu'en fait, c'est Weta Workshop, qui a également travaillé sur Le Seigneur des Anneaux, qui revient pour la suite de Black Sheep. Black Sheep, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça me dit quelque chose de nom, mais c'est un pur délire. C'est de l'humour noir, c'est des moutons loups-garous. C'est des moutons-garous. Là, ça te donne l'idée d'une série Z, là, comme ça. C'est une série, de toute façon, c'est de la série Z. C'est de la série voulu, Z. Ok, d'accord. C'est totalement assumé. C'est Shark Tornado, les trucs comme ça. Avec des effets spéciaux. Ok. Parce que Sharknado, quand même, c'est dégueulasse. Là, c'est vraiment, on est sur de l'amour du cinéma d'horreur. Le premier est sorti en 2006 et donc le réalisateur a confirmé qu'il allait revenir pour une suite avec l'interprète principal du premier film. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ok. Au moins, tu sais que tu as une gage de qualité là-dessus, pour la suite. Ok. On finit avec le cinéma. Ah bah, vas-y. On parle quand même de la grosse sortie de la semaine, que d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça cartonne. Je parle évidemment de Venom. Le numéro 3 est sorti. À chaque fois, tout le monde dit c'est de la merde, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est carton. Je suis d'accord avec moi. Les 3 films... J'ai pas encore regardé parce qu'ils sont disponibles sur... je sais pas où soit sur Netflix ou sur Disney+, ils sont disponibles, je sais que je peux le regarder. C'est une catastrophe. Mais il faudrait que je le regarde quand même juste pour... le concept même de faire Venom sans Spider-Man. Oui, c'est quoi le projet? Parce que tu es d'accord avec moi quand même que Venom, ça, pour ceux qui ne le savent pas, Venom dans les comics
sa naissance, en fait, c'est quand même deux êtres qui détestent Pedro Parker, enfin Peter Parker, Spider-Man, et qui veulent le détruire. En fait, il y a Eddie Brock, qui est un journaliste très très mauvais, et qui est jalouse de la réussite de Peter Parker. Tout à fait. Et il perd son boulot justement à cause de Peter Parker, qui s'unit justement avec le symbiote. Voilà, pour justement que Peter Parker a lui-même rejeté parce que le symbiote l'a emmené vers des côtés un peu dark qu'il ne voulait pas avoir. Donc bref, les deux s'associent et ça forme Venom. Donc en fait, les pouvoirs de Venom viennent en fait des capacités de Spider-Man. Là, ils ont fait un film avec Tom Hardy. Il n'y a pas de Spider-Man. Donc comment vous... c'est une catastrophe. À la limite, moi, ce que je dis, c'est que si il faut, au moins que dans le premier film, il y ait ce lien avec Spider-Man. Et après, le 2, le 3... tu fais des... parce que les comics Venom, parfois, on voit pas Spider-Man du tout. Oui, je suis d'accord. Et notamment, moi, quand j'ai vu le trailer avec l'idée de la ruche et qu'en fait, t'as plusieurs symbiotes qui viennent se batailler avec lui... Faut qu'on en parle. Moi, j'ai trouvé ça hypant. Mais après, c'est vrai que, bon, je sais pas comment ça a tourné après. Enfin, dans les comics, ça a l'air incroyable. Dans le film, je sais pas qu'est-ce que ça donne. Alors déjà, dans le 2, ils ont mis Carnage. Oui, c'est ça, déjà, il y avait Carnage. Il y avait Carnage. Donc, Carnage, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un tueur psychotique pédophile. Il s'appelle Kincaid, et ils en ont fait un film tout public. Déjà, là, il y avait un problème. Enfin bref, le film est une catastrophe, et à chaque fois, ça cartonne au box-office. Parce qu'il faut quand même savoir que pour le dernier film, le troisième, là, il a coûté 120 millions de dollars, et là, il est déjà, son premier week-end, il est déjà à 350 millions de... j'ai vu, Mais, chaque fois que je pose la question, c'est le côté tout public, je pense, parce que tu peux emmener tes enfants, je sais pas, mais oui, mais les films sont au-delà des adaptations de merde, parce qu'elles sont très mal adaptées, sont des mauvais films. C'est bourré d'incohérences. Je comprends pas pourquoi. Et en plus, dans le 3, là, apparemment, il y a Knull. Oui, parce que c'est par rapport à la ruche. Oui. Knull. Mais c'est pareil, en plus, il est pas très longtemps sur la scène, quoi. Enfin, je vous invite à lire King in Black, qui est un comic qui est sorti il y a peu. Vous allez voir ce que c'est Knull. Et ensuite, quand vous allez le voir au cinéma, je pense que vous allez faire comme nous la première fois qu'on a vu les films de Venom ou en général les adaptations de Marvel au cinéma. Vous allez avoir très très mal au ventre. Parce que vraiment, c'est. Oui, moi, j'ai pas encore vu, mais oui. C'est une petite. Et pourtant, Tom Hardy, mon Dieu. J'adore Tom Hardy, franchement. C'est déjà dans Peaky Blinders, limite je voulais regarder Peaky Blinders que pour lui. Je te conseille Warrior avec lui, qui a fait un très bon film avec sur des combats du UFC, machin, c'est vraiment très bien. Je regarde aussi. C'est vraiment très bien. Tom Hardy, voilà. Donc Venom 3 en train de cartonner au box-office. Tout le monde me dit que c'est de la merde et pourtant les chiffres. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. C'est un peu comme Avatar 2, j'ai envie de dire. Je crois qu'il a mieux marché aussi, Avatar 2. Mais bon, on va pas repartir là-dessus du coup. Donc on passe côté gaming maintenant. Vas-y. Alors là, ce sera plutôt tech. On va parler la sortie de la semaine, du coup, de la PS5 Pro, qui apporte quand même certaines nouveautés. On a, de ce que j'ai checké, du coup, processeur et... oui, par contre, l'argent, on va arriver à la fin de ça. Ça, c'est le point qui fâche. Le processeur et le processeur graphique, bon, c'est des améliorations, mais surtout au niveau du Hertz. Donc, en gros, c'est juste que ce sera plus fluide. Ça gère mieux les calculs, en gros. Quand même, 1 Tera de stockage en plus. Donc, en soi, j'ai noté quand même, quand tu veux prendre un Tera de stockage en plus pour ta PS5, tu payes en moyenne 130 €. Donc déjà, tu augmentes... Nous, en tout cas, à La Réunion, le prix d'une PS5, c'est 669 €, je crois. Un truc comme ça. 649. Ça sera baissé, c'est 500. Peut-être 500 alors. Donc du coup, tu rajoutes 130 €, t'es déjà quand même à 630. Ouais, mais là, sur la Pro, il n'y a pas de lecteur, donc t'es obligé d'avoir. Par contre, t'as pas de lecteur. Oui, mais ça, voilà, c'est ça. T'as pas de lecteur. Après, les améliorations, un Bluetooth et une Wi-Fi plus récente, la 6.0 pour le Bluetooth, la Wi-Fi 7 pour le truc. Bon, la Wi-Fi, moi, personnellement, c'est pas très intéressant. Qui joue au Wi-Fi? Il y a plein de gens quand même. Va voir les gens sur les jeux de combat, tu verras. Ah non, faut les tuer ceux-là. C'est à cause des gens-là que je joue plus en ligne, monsieur. Donc, la promesse de 67% d'unités de traitement en plus. Donc, en gros, c'est juste de la fluidité d'image. Mais en fait, la grosse nouveauté, c'est là-dessus en fait que je vais parler, c'est le PSR. Donc en gros, le PlayStation Special Super Resolution. C'est un nom très compliqué et en gros, c'est juste la même chose qu'on peut retrouver sur PC avec Nvidia, c'est le DLSS. Et donc du coup, pour vous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, si vous vous projetez à avoir une PS5 Pro, vous faites pas attention au bruit du chat si vous l'entendez. Il y a un chat. il est consterné par le prix de la PS5. Donc en gros, la DLSS, et ce sera la même chose pour PlayStation, c'est une IA
qui, en gros, va faire plusieurs choses à la fois. Il y a 4 principaux trucs. C'est il va upscaler, donc étirer l'image d'une image par exemple de 1080p. Ouais. Il va l'étirer en 4K automatiquement. Déjà. En, bien sûr, consommant le moins de ressources possible de ton PC là pour le DLSS et pour la console, du coup, pour le PSSR. Il va aussi maintenant générer une frame d'image fictive. C'est un peu compliqué, mais en gros, tous les jeux généralement tournent entre 30 images par seconde ou 60 images par seconde. En tout cas, je parle sur console, là, bien évidemment. En gros, là, ce que l'intelligence artificielle va faire, c'est entre 2 images, il va en créer une fictive pour lier les deux et en gros te rajouter des FPS, donc des images par seconde, en plus. Et donc, du coup, améliorer ta fluidité de jeu sans pour autant demander plus de ressources à tes composantes de PC ou du coup ici de la PlayStation. Mais visuellement. Honnêtement. On va arriver. Honnêtement, au niveau de la qualité, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Tout le concept de la PS5 Pro, en fait, c'est de répondre aux demandes qui étaient normalement sur la PS5 de base. On demandait de la 4K avec 60 FPS. On l'a jamais eu. Il faut dire ce qui est. Je vais en parler après pour la news, la deuxième news assez longue, en fin de vidéo. On a eu plein de jeux incroyables, mais c'était impossible de jouer en 4K 60 FPS. Notamment moi, là, je suis en train de faire Stellar Blade en let's play. Tu mets le mode qualité, c'est de la 4K si tu as un écran 4K, mais c'est 30 FPS et c'est quand tu es habitué déjà aux 60 FPS, quand tu l'avais déjà mis comme ça de base, ça fait mal aux yeux. Donc c'est surtout ça que la PS5 Pro va apporter. Et après, il y a une Ray Reconstruction, donc en gros, ça améliore le ray tracing. Donc c'est un système de lumière beaucoup plus travaillé. Et en gros, ça va supprimer les grains que peut créer la lumière dans le jeu. Donc ça apporte une lumière plus réaliste et plus fin, quoi. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est le côté on veut améliorer la fluidité, on veut faire en sorte que vous pouvez enfin jouer en 4K 60 FPS. Voire 120 pour certains jeux. Est-ce que c'est vraiment une nécessité? Je vais en arriver là. Là, c'est vraiment juste pour la tech pour pose vous. des questions. Ouais, non, t'inquiète pas. On en arrive. Tout ça. En tout cas, là, c'est surtout pour vous tenir informé de qu'est-ce que apporte la PS5 Pro, quoi. Par contre, petit truc, c'est que c'est normal et en même temps, bon, il faut le noter quand même. La PS5 Pro chauffe légèrement plus que la PS5 Slim actuelle. Donc, il y a entre 34 et 52 degrés pour la PS5 Slim. Et là, on est maintenant sur du 40, voire 53,5 degrés pour la Pro. Je me dis que c'est peut-être normal. C'est parce que sur la PS5 normale, tu ne vas jamais jouer en qualité. Donc, du coup, tu demandes moins d'efforts à la PS5. En PS5 Pro, tu voudras tout le temps jouer maintenant en qualité 4K 60 FPS. Peut-être parce qu'ils ont un partenariat avec les climatiseurs aussi. Peut-être aussi, il y a aussi ça. Oui, voilà, peut-être ça aussi. Je te jure. Mais voilà, là c'est juste pour noter ça. Bon après, je sais pas, les degrés de chaleur pour une console, c'est différent un peu, je trouve, des PC. Parce que quand tu regardes sur PC, quand on te dit ouais, si tu joues et que ton processeur il est à 70 degrés, c'est pas trop grave. Donc bon, 53 degrés, ça semble assez correct quand même. Ensuite, donc, bien évidemment, il y a plus de 50 jeux PS5 qui ont des modes maintenant graphiques améliorés dans leur menu. Stellar Blade, notamment, que je suis en train de faire en let's play sur ma chaîne perso, le propose aussi. J'étais assez surpris. Donc, pour pouvoir enfin profiter de la 4K en 60 FPS. Donc, du coup, conseil, est-ce qu'il faut acheter sa PS5 Pro? T'as vu son prix? T'es fou, quoi. Le prix, déjà. Alors, le prix, 900 € pour avoir tout. 800 € pour avoir le truc normal. Enfin, la digitale. C'est cher. Je l'avoue que c'est cher. Mais, toujours, je pense, comparé à un PC, pour le même prix, si tu fais que du jeu vidéo, je parle vraiment si vous faites que du jeu vidéo, moi, personnellement, j'avoue que je préfère une console. Je trouve qu'une console, ça tient plus longtemps. Tu stresses beaucoup moins. Moi, je viens de m'acheter un PC, là, à 1299 €, water cooling, tout ce que vous voulez. Tu stresses un peu quand tu vois ton PC chauffer, alors que, voilà, il y a des soucis qui peuvent arriver à tout moment dans un PC, vous le savez. Je sais que les plus habitués, vous allez me dire non, mais... ça peut, c'est pas, si tu sais bien gérer ton PC, oui, mais le public de masse, quand ils achètent un PC, ils sont un peu comme ça parfois parce que tu connais pas. C'est une question de confort. Voilà, c'est une question de confort aussi. Je préfère les consoles. Mais bon, en dehors du prix, pourquoi qu'est-ce qui conseillerait de prendre une PS5 Pro? Déjà, si vous avez une PS5 normale, ça sert à rien spécialement de PC à Pro, à part si vraiment vous voulez vous faire plaisir. Mais pour en profiter, déjà, il faut avoir un écran 4K. Absolument. Même une PS5 normale, vous jouez sur un écran 1080p,
vous perdez quand même pas mal l'intérêt d'une PS5. Ne serait-ce qu'au moins passer à la Quad HD en 1440p, c'est comme moi je le fais. Là, au moins, on voit déjà le potentiel des jeux et la puissance de la console. Donc déjà, avoir une télé 4K qui peut faire du 60 FPS. Et après, bon, bien évidemment, pour le plaisir des yeux, une OLED ou mini OLED. Voilà. Mais l'intérêt vraiment de la console PS5, c'est surtout pro. Et si vous n'avez pas d'écran 4K, ça n'a aucun intérêt de la prendre. Voilà. Ouais. Après, comme j'ai dit, par rapport au prix, bon, bah, c'est certes, c'est très cher. Et ça, on ne dit pas le contraire. Même si nous, on va la vendre malgré tout. Parce que, bah, voilà. Si vous en voulez, oui, on vous les commandera. Ouais, on peut les commander. Après, mais personnellement. C'est vrai que c'est un prix. Voilà. Mais si vous n'avez pas de PS5 et que vous avez de l'argent à mettre dedans, n'achetez pas une PS5 pour acheter, achetez plutôt une PS5 Pro pour et acheter. Ça va dépendre parce que moi, par exemple, je suis un gros fan du support physique. Je veux dire, tu me vends une console à ce prix-là sans lecteur. Ah oui, par contre, je dis il faut prendre le lecteur. Ah ouais, non. Voilà, c'est ça qu'il faut allonger la monnaie. Il faut prendre le lecteur. Il faut prendre un lecteur avec parce que sinon. Ah oui, non. Après, à part si vraiment ça vous dérange pas de payer. Et au final, ça coûte combien la télé, plus 900. La console, plus le lecteur 900 €. 900 ou 950 € ici. Ici ? Ouais. Avec le lecteur ? Ouais. Tu peux regarder sur les sites. Je te fais confiance, mais bon. Donc voilà, voilà, c'est petite actu surtout sur le niveau tech. Enfin, moi, c'est surtout sur le point du nouveau système de IA que le PlayStation Pro apporte, que je voulais parler dessus. Parce qu'après, bien évidemment, c'est l'avis de tout à chacun si vous avez envie de l'acheter ou pas. Mais je vous conseille, encore une fois, télé 4K ou écran PC 4K, c'est le must. Si vous partez sur la Pro, en tout cas. Voilà. Actu jeu de mon côté, évidemment, le 15 novembre, la sortie évidemment du premier DLC du Mortal Kombat 1, donc Ghostface, il a été annoncé. Un combat cast est prévu d'ailleurs le 13 novembre, pour expliquer évidemment comme d'habitude le personnage. Donc il est évidemment donc, le premier personnage DLC de la première mise à jour scénaristique, donc qui est le Chaos Realm. Qui est en fait, à mon sens, une bonne chose, le Chaos Realm, parce que ça en ramène vraiment l'univers de Mortal Kombat à ce qu'il était. Vous savez, Mortal Kombat 1 est parti sur une nouvelle ère, donc Liu Kang a refaçonné son univers. Malheureusement, c'est du ciel bleu, des cascades, des oiseaux et compagnie. Donc là, heureusement, avec le Chaos Realm, on revient sur un univers bien dans la Mortal Kombat, des crânes, une ambiance bien sombre, bien glauque. J'aimerais vraiment pouvoir poser mon cul un instant pour pouvoir pouvoir tester un feu Noob Saibot, parce que je vous avoue que depuis que j'ai récupéré la mise à jour, j'ai pas il m'a étonné. Noob Saibot, je le trouve moins impactant que celui du 11 avec les faux et tout en fait. Après peut-être qu'il est plus original. D'un point de vue Cara Design, MK11, il était incroyable. Il est top tier. Vraiment au niveau design, il est top tier. J'ai regardé un peu Sonic Fox y jouer. D'un point de vue gameplay, c'est meilleur celui du 1. C'est le meilleur. Bon, à part évidemment les versions à l'époque craquées de MK3 qu'on avait. Mais d'un point de vue gameplay, c'est la meilleure version de Noob Saibot qu'on ait eu. C'est vraiment un truc de fou. C'est le roi du combo, le roi du jungle. Ouais, par contre, ça j'ai vu. Ouais, le mec, les combos, c'est vraiment là, c'est du jungle. C'est pas genre combo au sol, puis il termine dans les airs. C'est vraiment, c'est Il t'a chopé, tu touches plus le sol. Hein, oui, en plus. Si t'as le bon caméo qui va avec, en fait, c'est top. Okay. Toujours chez Warner, cette décision cette année qui est tombée, suite évidemment, tu as vu par rapport aux chiffres qu'ils ont eu sur leurs derniers résultats de jeu, ils ont perdu près de 300 millions de dollars sur le Justice League. Ah bah oui, le fameux, qui était normalement déjà un jeu Superman, mais qu'ils ont dit merde, on n'arrive pas à faire un jeu Superman, donc du coup on va faire Suicide Squad. Ils se sont vautrés jusqu'au bout, et là ils se sont dit cette année on arrête les frais. Ils vont se consacrer sur 3 licences en particulier. Donc évidemment la première ça va être Batman. Ils sont obligés. Sauf si évidemment ils nous refont un Arkham Knight là, qui était une catastrophe. Ça faut pas faire ça les gars, faut arrêter. En fait nous un vrai Batman s'il vous plaît. Pour les fans de Harry Potter, je sais qu'il y en a, ils vont se concentrer à fond sur Hogwarts. Parce qu'Hogwarts ça a bien cartonné. Bon, moi, Harry Potter c'est pas mon truc, mais je sais là ils vont reprendre l'histoire de Harry Potter. Voilà, je connais des gens qui sont fans de l'univers et malgré ils m'ont dit le jeu c'est une pure merveille, donc si vous connaissez pas, à voir. Très Ubisoftien on va dire. Exactement. Mais oui, les gens ont kiffé pour le côté fanservice. Voilà, exactement. Et évidemment ils vont se concentrer en troisième, ils lancent sur Mortal Kombat 1 où la licence Mortal Kombat
Donc peut-être qu'on aura en faire des, des compilations, des... Bah moi j'aimerais qu'ils arrêtent de faire mourir le jeu après un an quoi. Bah, justement, Compétitivement parlant je parle. Non, ils ont prévu de le faire. Le problème c'est que Mortal Kombat, enfin Warner là, pourquoi il est mort là? Parce que ces imbéciles, ils ont écouté les casus. Ah. Parce que le truc c'est qu'en fait, par exemple, je prends un personnage comme avec lequel je joue, genre Sub-Zero. Si t'as les casus qui arrêtent pas de gueuler en disant oui le clone s'est craqué, qu'est-ce qu'ils font? Bah hop, ils te nerfent le clone, donc ils t'affaiblissent Sub-Zero, pour ceux qui connaissent pas les termes. Et du coup, bah, d'un point de vue compétitif, tu trouves avec un personnage qui est pourri. Ça pourquoi? Parce qu'ils ont écouté le grand public qui, eux, ne jouent pas d'un point de vue compétitif. Enfin bref, c'est une... Et du coup, comme je dis, le problème c'est qu'un an après... le classique, un an après, il est plus à l'Evo. Hein. Enfin, l'Evo, c'est, pour ceux qui savent pas, c'est le plus grand tournoi de jeux de combat au monde, qui se situe aux États-Unis. Et vous avez une liste officielle des 8 ou 9 jeux qui sont généralement sur la scène et que les finales apparaissent le dimanche, donc le dernier jour. Et Mortal Kombat, comme dans son plus ou moins classique, il apparaît la première année où il sort, normal. La deuxième année, il est plus dans la liste officielle, il est dans les tournois là, annexes. Ça risque d'être pire parce qu'ils ont eu quand même le pire nombre d'inscrits à un tournoi Mortal Kombat. À ce niveau-là, c'était sur la première année, normalement. Je crois que c'est ça, c'est genre 523. Ah, mais je sais même pas s'ils étaient 500, les mecs. C'était vraiment pas ouf, malheureusement. Parce qu'ils écoutent les casus, encore une fois, et pas les gars qui vont jouer. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui disent que le gameplay, il est vraiment largement mieux que le 11, hein, mais c'est juste que le suivi, il est pas ouf, et en plus, ils ont un peu... Le côté payant de DLC aussi, ça a fait mal à les prix. Ça a toujours été, de toute façon, ça, c'est pas le truc. Moi, ce qui m'a vraiment dégoûté, c'est qu'à la base, quand ils ont sorti le jeu, ils ont annoncé le jeu. La première semaine, on avait vraiment une bêta qui était... tout le monde était craqué. Ils ont fait Street Fighter 5 en fait. Hein, ils ont fait la bêta Street Fighter 5, tout le monde était craqué et après dans exactement. Et ensuite ils ont écouté tout le monde pleurer, geindre et compagnie. Ils ont fait des nerfs et on se retrouve avec des personnages qui sont totalement déséquilibrés. Mais encore une fois, Mortal Kombat, il y a énormément de disparités entre les personnages. Il y a beaucoup de personnages craqués et compagnie. Mais là, ils vont dans le mauvais sens à chaque fois et ça paye pas. Voilà, sauf depuis Chaos Rim apparemment. Là, les personnages qui sont arrivés, c'est un personnage qu'on voit qu'ils ont eu du temps de travailler dessus et ça se ressent apparemment du gameplay. On parlait un peu de DC de ton côté, moi je vais parler côté Marvel pour les jeux vidéo. On a eu une news pour le Marvel Wolverine qui a quasiment juste un petit teaser, hein. On voit aucune vraiment nouvelle là-dessus du jeu, mais on a appris que l'ancien directeur créatif Brian Horton a quitté Insomniac Games parce que c'est eux qui s'occupent de ce projet-là. Donc Insomniac Games, c'est ceux qui ont fait les Spider-Man, tous les Spider-Man qui ont fait les Ratchet et Clank, du coup. Et lui, du coup, ce directeur créatif, Monsieur Brian, est parti rejoindre The Initiative sur le reboot de Perfect Dark. Donc exclusivité Xbox PC, qui est un ancien... Enfin là, ça sera un reboot, donc c'est un ancien jeu. À la base, c'est un FPS agent secret, on va dire, plus ou moins. C'était un vieux jeu Xbox à l'époque. Oui, c'est un jeu Xbox. Mais là, ça reste une Xbox PC. Voilà. Donc lui, il est parti là-bas et donc il s'était occupé à la base de Miles Morales, de Spider-Man 2 et il travaillait quand même sur le Marvel Wolverine depuis 2021. Donc il part quasiment 4 ans après le projet. C'est quand même un peu compliqué et d'après les dires, ce serait par rapport à des différents créatifs autant entre Horton, Sony et le réalisateur du jeu, je pense pour les cinématiques et tout, Cameron Christian, pardon. Donc du coup, on se demandait qui va diriger Wolverine pour la suite. Et ça va être Marcus Smith en directeur créatif et Mike Daly pour le réalisateur. Donc c'est le duo qui avait produit en fait les Ratchet et Clank sur le PS4 et du coup le Ratchet & Clank Rift Apart. Et donc ressenti là-dessus, je vous laisse dire votre ressenti en commentaire. Moi, ça me fait un peu peur. Les magazines disent que c'est bien parce que c'est vrai que Ratchet & Clank Rift Apart était impressionnant en termes de tech et même le jeu de base il a très très bien marché, hein. Mais je me dis que tu perds celui qui a fait des jeux Marvel et tu mets 2 personnes qui se sont occupées surtout que de Ratchet & Clank, en tout cas dans Insomniac Games, et qui n'ont jamais touché un jeu Marvel. Et que c'est 2 styles de jeu un peu différents. Donc à voir ce qu'ils vont donner. Je pense que c'est des gens qui savent faire leur taf, hein. Mais est-ce qu'ils vont pas changer, est-ce qu'ils vont pas vouloir changer complètement de directive et modifier des trucs? On espère que ça va bien se passer. À partir du moment où ils essaient de rester dans le gameplay ou l'ambiance du premier Wolverine qu'il y avait sur PS3, je sais pas si tu as joué ça. J'ai vu des images. C'était bien bourrin, bien ultra gore. Et s'ils nous mettent
un skin Calverine, donc Henry Cavill en Wolverine, je pense que là, leur jeu il est vendu. Ah, ils ont les droits avec Marvel, je pense que de toute façon, je pense que c'est possible, là. On verra un petit skin payé. Enfin, je pense qu'il sera payant par contre. Ça. Il y a de fortes chances parce qu'il faut déjà qu'il paye la licence du visage de Henry Cavill, donc. Donc voilà. Bah, après, je pense qu'en vrai, il va ressembler à un Spider-Man 2, mais en version juste Wolverine. Hein, J'espère juste qu'ils vont regarder côté bourrin. Ouais. Donc voilà, ça c'était la petite actu avant de la grosse actu qui arrive juste après. Je sais pas si toi tu avais autre chose. Ouais, j'ai deux petites choses pour finir. Après on laissera Antoine pour finir. Évidemment, actu série. Bon, moi je suis pas un fan de League of Legends, hein, vous savez. Oui, Arcane. Je dis que du moment que ça se joue avec un clavier et une souris, vous m'avez perdu. Hein, je suis en train de dormir au fond de la classe. J'ai un t-shirt Terry Bogard, les gars. Voilà, vous savez très bien que LOL c'est pas mon truc. Mais je reconnais quand même la qualité de la série Arcane. D'un point de vue graphique, d'un point de vue animation, c'est juste bluffant. J'ai par contre, je vais froisser beaucoup de gens, l'histoire du premier, je vous avoue, j'ai deviné la fin à la moitié de la saison. Donc c'est peut-être un peu prévisible à mon sens, mais c'est peut-être moi parce que je regarde... Après tu regardes, oui, t'es encore plus habitué. Donc, je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de séries, je lis beaucoup de choses. Donc c'est peut-être pour moi que... Voilà. Mais sinon tout le reste, c'est une pépite. Et la saison 2 est sortie hier. Sur Netflix, oui, c'est Netflix. Hier, c'est Netflix. Donc ils l'ont sorti tous les épisodes d'un coup ou non? Je pense, c'est Netflix. Normalement, je sais plus pour la première saison s'ils avaient fait comme ça ou s'ils avaient fait épisode par épisode. Ouais. Ah, je crois que c'était. En semaine? Vérifier. Enfin bref, la saison 1 est disponible et la saison 2 vient de commencer. Ah bah on va checker ça avec madame. Et je finis de mon côté par une actu figurine, quelque chose qui m'a vraiment tapé dans l'œil cette semaine. C'est Iron Studio qui nous annonce un Michael Myers 1/10. Tu mettras la photo, tu montreras. Ouais, elle est vraiment magnifique. Je pense que ça va être un instant préco. Hein. Et on vous proposera aussi, hein, si vous le souhaitez. Elle sera magnifique à côté de ma collection de Blu-ray Halloween, franchement. Une pépite. Ok. Tu connais le prix? Non, ils n'ont pas encore annoncé. Ils n'ont pas encore annoncé mais pour l'instant. Vu la base, ça va être du 350-400 balles facile. Ok, d'accord. Mais qui sera disponible dès qu'ils l'annonceront, tu penses? Ou c'est pareil, c'est comme les grosses statues où il faudra attendre quand même? Ah non, c'est préco, délai d'attente, sortie. Iron Studio, c'est pareil. Ça marche. Eh bah écoute, si tu as terminé, on va passer sur un... Alors ça peut être gros ou pas, en fonction de mon listing, parce qu'il va y avoir... J'aimerais faire un peu un listing des jeux qui sont sortis au courant de cette année, parce que je vais parler des Game Awards, qui arrivent le 12 décembre. Donc maintenant, c'est devenu presque le 3, entre guillemets, parce qu'il y a des... Enfin, c'est là qu'il y a toutes les grosses nouveautés, en tout cas, qui seront proposées par les studios pour la nouvelle année, seront proposés là, en plus d'avoir ce côté Oscar des jeux vidéo, quoi. Donc c'est prévu dans la nuit du jeudi 12 décembre et la matinée du vendredi 13, parce qu'en gros, pour nous, pour la métropole, ce vendredi 13 Ouais, vendredi 13, ouais. Parce que pour la métropole, le live va commencer vers 1h30, 2h30. Donc pour nous, il sera 4h30, 5h30. J'aurais voulu enregistrer au moment où ça truc. Tu m'appelles pas, moi je dors. Non, mais j'aurais enregistré moi et peut-être ma femme m'aurait accompagné là-dedans le moment où ça sort, et après je l'aurais mis sur ma chaîne perso et en même temps sur Okuto. J'avoue que je pense que je vais dormir, je vais re-regarder la rediff et on enregistrera la rediff, mais les réacs rediff, et on vous le proposera le J+1, quoi. Je pense de ce côté-là, parce que j'avoue que 5h du matin, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, ce que je voulais faire, c'est un petit listing des jeux, parce qu'en fait, en vrai, cette année, je pense que ça a été... Beaucoup de gens se sont plaints des remakes, remasters et tout ça, mais ça a été quand même une giga grosse année pour les sorties. Il y a quasiment tout le temps un gros jeu qui est sorti chaque mois. Si je prends du coup mon petit listing, en janvier, on avait quand même déjà Yakuza Like a Dragon Infinite. Welf, t'as vu la série? Non, à ce qui paraît, ça a été catastrophique. Ne la regarde pas. Ouais. Mais le jeu, lui, est un carton. Le jeu est très bon. Potentiellement GOTY de l'année. On a eu Tekken 8. Ouais. Bon, même si là, en ce moment, il est appelé comme jeu de casino parce qu'il y a trop de 50-50 dedans en termes de compétition, mais c'est pas grave. Février, on a eu quand même Persona 3 Reload, donc le remake / remaster. Helldivers 2, qui a fait un carton médiatique. Final Fantasy Rebirth, la suite de Final Fantasy VII,
qui a été un grand amour pour moi en même temps qu'une forte haine sur certains aspects du jeu. Mars, on avait eu Dragon's Dogma 2, bon, même s'il a bien marché. Diablo 4, Rise of the Ronin, donc par les mecs qui ont fait Nioh, Wolong, etc. Donc déjà tu enchaînes 3 mois, t'as des gros jeux. En avril, Stellar Blade, que je suis actuellement en train de faire le let's play. Et Eiyuden Chronicle 100 Heroes, qui est un JRPG. Donc là ça va parler aux gens qui aiment la niche, qui aiment ces jeux de niche là. Moi je l'ai fait sur Switch, ne le faites pas sur Switch, ne le prenez pas sur Switch s'il vous plaît, il est pas du tout optimisé. Il y a eu Senland, RIP Toriyama, en avril. En mai, on a eu du Senua's Saga Hellblade 2, je sais pas si tu vois, c'est quoi? Pour l'instant, la liste des jeux, je n'ai joué aucun de ceux-là. Oui, mais toi, c'est normal. Non, mais lui, tant qu'on parle pas de jeu 2D, où c'est en scrolling, où c'est du jeu de versus, il faudra pas lui parler de jeux vidéo. C'est faux, j'ai joué à tous les God of War, les Devil May Cry, oui, voilà, etc. Ouais. Tu vois. Et peut-être Wukong, du coup. Wukong, je prends. Voilà, donc bah, Senua's Saga, Hellblade 2, c'est avec la femme qui est schizophrène et qui entend des voix, et ils avaient fait tout un truc pour le 1 où une partie du montant qu'ils ont gagné pour l'achat de ces jeux-là, pour la vente de ces jeux-là, pardon, était destinée du coup au traitement de schizophrénie. Et donc, il avait fait un carton déjà le 1, le 2 encore plus. Il y avait du coup les classiques, je vais passer les Nintendo, mais il y a eu du Nintendo en veux-tu en voilà, Paper Mario, il y a eu le Mario Party il n'y a pas si longtemps, dans les années, donc voilà. En juin, pour les fans encore de JRPG, tu as eu le remaster de Shin Megami Tensei 5, Vengeance, qui est un remaster remake parce qu'il y a une histoire supplémentaire, donc ça plaît aux fans. Le fameux DLC d'Elden Ring, qui est Elden Ring, GOTY, je pense, de la décennie de toute façon. Et le DLC apporte au moins 50 heures de jeu en plus. Donc tes trucs. Zenless Zone Zero, qu'on pourrait vous proposer en figurine, qui est donc du coup un jeu gratuit, service, parce que c'est fait par les mecs de Genshin Impact. Donc Oyoverse, pour l'avoir joué au moins une bonne 60aine d'heures, c'est un bon jeu, mais voilà, c'est du jeu gacha service, donc il faut aimer ce style là. On a du coup Darkest Dungeon 2 aussi, c'est un petit JRPG à la roguelite, un peu Dark Souls quoi. En août, on a eu Black Myth Wukong. On a eu on a eu Concorde. Non, je rigole. Bon, Concorde, ça a été catastrophique. Ils ont sorti le jeu. C'était un FPS de Sony qui avait, comme Dragon Age, du truc un peu LGBT, woke et tout comme ça. Mais sauf que là, c'est vraiment pas du tout passé. C'est-à-dire qu'ils ont sorti Concorde. 2 semaines après, ils ont fermé les serveurs. Ils ont retiré le jeu des ventes. Voilà. Mais bon, là, c'était plus du LoL. Hein. On a eu Vision of Mana pour les fans de Secret of Mana. On a eu Star Wars Outlaw en août. En septembre, et là, je vais parler de Warhammer Space Marine 2. Ça j'aurais peut-être pu jouer. Ouais, ça t'aurais peut-être pu jouer. En plus, ça dure pas très longtemps la solo. Hein. C'est une quinzaine d'heures de jeu. C'est vraiment destiné à de la coop en vrai. Enfin, pour l'émission d'après. Mais il y a eu plein de jeux Warhammer qui enfin surtout 40K, et prend le vent de poupe depuis le début d'année. Que ce soit en tant qu'en jeu ou jeu de plateau ou figurine, eux, ils se mettent très bien cette année. On a eu le remaster de Dead Rising Deluxe. Ça aussi, t'aurais pu jouer. Ça, j'aurais pu jouer. Ouais. Ça, t'aurais pu jouer. Frostpunk 2, qui est un jeu de gestion de ville et tout. Génial aussi. Ça, on n'aurait pas pu jouer. Hein ça, on n'aurait pas pu jouer. Ça, t'aurais pas pu jouer, même si c'est... c'est un style... en fait, le style de jeu t'aurait pas plu, mais l'univers est plutôt cool, quoi. Certainement. Le grand froid et tout. Bon, le fameux Zelda Echoes of Wisdom. Ouais. Et ensuite, certainement possible aussi GOTY, Astrobot, qui a cartonné de ouf. En octobre, Silent Hill 2 Remake. Pareil, possible GOTY. Dragon Ball Sparking Zero. Alors lui, peut-être pas GOTY, mais gros jeu quand même. Mais personnellement, je le trouve plus joli Kakarot. Alors vous me direz en commentaire, mais je trouve que Dragon Ball Z Kakarot, en termes de jeu, je le trouve plus joli, moi, personnellement. Mais le truc, c'est qu'en fait, il faut savoir que Sparking, il a un record de vente, je crois. Ah, par contre, Sparking, oui, il a cartonné de ouf. C'est la licence de Tenkaichi, donc c'est la pub qui s'est pris grâce aux shorts sur YouTube et tout. Tout le monde s'y est mis, tout le monde a fait de la pub. Ils avaient pas grand-chose à faire pour le vendre le jeu, en vrai. Hein. C'est ça, exactement. Et qui était disponible... Non, c'était pas à l'Evo, mais il était disponible dans plusieurs tournois, d'ailleurs. Métaphore, Riff Fantasio aussi, JRPG par les personnes d'anciennes personnes qui travaillaient sur les Persona et les Shin Megami Tensei. Très bon jeu aussi, je le fais sur le côté, celui-là je le fais un peu perso. Excellent jeu. On a eu Black Ops 6 du coup, qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière. Et le fameux Dragon Age Vanguard. Donc déjà le mois d'octobre il était chargé. Hein.
Et après, en novembre, on a Pharmagia. Bon, c'est pas un gros jeu, mais c'est un jeu qui est dessiné, qui a été un peu comme Akira Toriyama avec Chrono Trigger et les Dragon Quest. Pharmagia, ça a été fait par Hiro, donc Fairy Tail. D'accord. Voilà, donc ça peut être un gros jeu pour les fans. On va avoir Metal Slug Tactique. Il est sorti, lui Qui est sorti maintenant, qui est sorti. Le fameux Mario et Luigi, l'épopée éternelle, et Stalker 2, ça qui était très attendu aussi. Et ça va pas te plaire parce que c'est un FPS. Mais le style, le côté survie à la Fallout, mais plus réaliste, Stalker 2, Heart of Chernobyl, qui a l'air d'être un gros jeu aussi, mais je sais pas s'il sera dans la liste des GOTY pour le seul pour le FPS Game Award. auquel j'ai joué, moi, c'est Robocop, parce que c'est assez lent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas possible. Donc voilà, et là c'est vraiment une liste non exhaustive. Si vous regardez sur internet, le nombre de jeux qui sont sortis cette année, franchement, on a été, je trouve, plutôt bien nourri, si on aime jouer à plusieurs genres, bien évidemment. Donc voilà, après, je sais pas ce que vous avez pensé ce que vous pensez que qui sera le GOTY de cette année. Malheureusement, j'aurais aimé vous proposer la liste, mais je pense que je le ferai plus tard, mais ils n'ont pas annoncé encore les nominés. Donc je pense qu'ils vont attendre début décembre pour nous le proposer. Mais voilà, petite liste un peu longuette, mais pour que vous rappelez un peu des jeux qui sont sortis et vous mettre au rendez-vous du coup pour le 12-13 décembre, si vous êtes chaud de vous réveiller à 5h30 pour regarder les Game Awards. Sinon, sur la chaîne Nokuto no Benkai et ou ma chaîne perso, mais là on va plus parler pour ici, il y aura certainement ma rediff react le vendredi 13, mais le soir. Je vais encore me lever à 5h30 pour aller faire des squats. Ouais, si tu veux. Ouais, mais pour regarder une heure et demie de discussion parfois. T'es sûr? On va aller faire du deadlift, ça va te je le ferai soit seul ou peut-être accompagné de ma femme, c'est pas... Je m'occupe de ce travail, y a pas de souci. De toute façon, le jeu vidéo, c'est de mon côté. Pas de problème. Donc voilà, c'est fini pour moi. Toi, tu avais autre chose? Non, t'as rien. Eh ben écoutez, je pense que ça a été une vidéo un peu plus longue peut-être que l'autre, mais bon... Tu vas t'amuser pour le montage. Je vais m'amuser pour le montage. Faut bien mettre des images et bien... Oui, il n'y a pas de souci. On va s'occuper de tout ça. Nous vous invitons bien évidemment à rejoindre nos réseaux sociaux. Ouais. Suivez-les surtout en ce moment parce que comme on vous dit, il va passer pas mal de figurines en précommande. On est d'accord que c'est que pour la Réunion par contre. Hein. Pour les... non, si vous voulez commander, on peut faire comme ça. On s'arrangera de toute façon. Ça marche. Mais vraiment, on insiste vraiment sur le système de précommande parce que ce sont des pièces qui sont annoncées. Une fois qu'elles sont plus en précommande, c'est très compliqué de mettre la main dessus et vous allez payer des prix exorbitants. Donc si vous les voulez, il faut vraiment s'y prendre à l'avance, faire un déposit. Voilà, donc regardez surtout, c'est Instagram et Facebook. Il y aura déjà le premier envoi, la première publication pour décembre qui sortira du coup aujourd'hui même, donc dimanche 10 novembre. Donc c'est aujourd'hui. J'ai déjà préparé et demain sortira la petite liste de publications pour les précos de janvier. Donc voilà, avec toutes les informations de toute façon seront sur la publication et sur les images. Donc voilà, checkez ça. Et pareil, si vous cherchez une pièce qui n'est pas annoncée, vous n'hésitez même pas, vous nous envoyez un MP, un message, un mail, on vous répondra. Est-ce que vous pouvez vous fournir de telles licences? Nous après on vous répondra, on vous montrera des images des différentes figurines qu'on peut vous proposer. Et après, si vous êtes OK, on s'arrange pour pouvoir l'avoir pour vous. Il y a des gens qui m'ont contacté, par exemple, pour la Mirai Gohan de Tsume. On peut en avoir. Il nous reste quelques pièces, pas beaucoup. Donc, si vous voulez, vraiment, faut le faire maintenant. Voilà. Il faudra juste faire un acompte, comme ce sera marqué de toute façon dans la publication. Tout à fait. Voilà. On se voit à la prochaine. Dimanche prochain. Bye bye. Bye bye.